Bien, merci beaucoup Antoine. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence à cette réunion ordinaire du Conseil scolaire Franco-Sud, celle du mardi 11 mai 2021 à 18h30. Donc, avant d'ouvrir la réunion, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couverts par le traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation métisse de l'Alberta, région 3. Donc, nous n'avons pas d'audition de contribuables ou de délégation aujourd'hui. Le premier point à l'ordre du jour sera l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais apporter une modification qui est d'amener le point 7.4 qui était censé être au départ une présentation du plan d'éducation 2021-2024 qui est devenu depuis vendredi dernier a besoin d'une proposition. Donc, c'est tout simplement le déplacer au niveau de 6.2e afin que ce qui était une présentation devienne c'est toujours responsabilité envers le gouvernement provincial, mais il faudra juste une proposition pour recevoir le plan d'éducation 2021-2024 qui nous sera présenté. Et c'est le seul point. Donc, il n'y aura pas non plus de rapport de la Société des conseillers catholiques puisque cette réunion n'a pas eu lieu. Conseiller Arsenault? Oui, j'aimerais faire une modification, s'il vous plaît, au point 9.1, comité d'évaluation de la direction générale. Ça serait moi qui va faire la présentation et non Mme Ross. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que quelqu'un voudrait faire l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Conseiller Ross, tous en faveur? OK, à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, le point suivant sera l'adoption des procès-verbaux, en fait, le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 avril 2021. Vous avez eu l'occasion de le consulter. Il y a des commentaires, des suggestions, des amendements? Aucun. Est-ce que quelqu'un pourrait faire l'adoption du procès, proposer l'adoption? Le conseiller Arsenault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021 tel que présenté. Tous en faveur? Donc, à l'unanimité. Merci. Pas de points. Alors, les points découlant des procès-verbaux antérieurs. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, on avance. Et le point numéro 6 qui sont décisions liées aux politiques. Et donc, le premier point, politique 1.16, la gestion responsable des finances. Et nous allons parler du budget 2021-2022 sur lequel nous avons déjà travaillé beaucoup. Et il s'agit de la présentation et de l'adoption. Donc, Monsieur Terrien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Gosdoué. Alors, juste à titre d'introduction, alors depuis janvier dernier, les conseillers scolaires et l'équipe administrative du Conseil ont collaboré de près afin de soumettre aujourd'hui une proposition de budget pour l'année scolaire 2021-22. Un budget qui est responsable, qui répond aux besoins des élèves et sans compromettre la santé financière du Conseil scolaire Franco-Sud pour les années à venir. Alors, le budget 21-22 s'aligne avec le plan stratégique et reflète bien la mission du Conseil scolaire Franco-Sud. C'est-à-dire le budget a été préparé dans l'optique d'accompagner nos élèves dans l'épanouissement de leur francophonie et l'atteinte évidemment de leur plein potentiel, où vraiment le bien-être et la réussite scolaire et globale de l'élève est vraiment au cœur de nos priorités budgétaires et nos décisions. Alors, dans les prochaines minutes, Isabelle, notre trésorière corporative, va vous présenter les grandes lignes du budget et ainsi que les chiffres. Alors, Isabelle, à toi la parole. Merci bien. Et c'est moi qui présente mon écran. OK, un instant. Est-ce que vous le voyez? Oui? Oui, c'est bon. OK. Alors, pour le budget, au niveau du Statement of Operations, il y a la colonne ici, la première qui est Approved Budget pour 21-22, celui qu'on propose. On a l'Approved Budget. Peux-tu montrer juste un petit peu plus grand, s'il te plaît? Super, merci. OK. Alors, la première colonne, c'est le budget qu'on propose.
La deuxième colonne, c'est le budget qui a été approuvé pour cette année, 2021, et les résultats des états financiers 19-20. Alors, basé sur les sources de revenus confirmées, incluant l'enveloppe que Alberta Education nous a donnée, on a un budget de 51 890 400. De ce montant de sources de revenus, on inclut les sources de revenus des School Generated Fund. Alors, les frais, 365 750, ça inclut ce qu'on estime sur les sorties éducatives, le projet avant, les cours d'option. On a les ventes et les autres produits. Ça, c'est les graduations, le yearbook, la cafétéria et autres services. On inclut aussi les sources de revenus d'investissement et les levées de fonds qui sont faites aussi au niveau de l'école pour le fundraising pour un total de revenus de 52 856 150. De ce montant, on met nos dépenses. Je vais aller directement, avant d'aller directement au déficit proposé, je vais aller tout de suite aux dépenses. Alors, les dépenses, ce qu'on regarde, c'est qu'on a pour 53 391 487 de dépenses, dans laquelle, dans les salaires, on peut constater que d'une année à l'autre, il y a une augmentation. L'augmentation de la masse salariale dans le budget tient compte du respect de la convention collective et ainsi du coût de l'augmentation des bénéfices. Par la suite, on a les services et les contrats, dans lesquels c'est 14 166. Par rapport à ce qu'on regarde à l'année dernière, c'est vraiment similaire. Et ça tient compte de nos services actuels et les contrats qu'on a déjà. Et puis, on tient compte par la suite de l'amortissement concernant toute la capitalisation et les projets dans lesquels le conseil scolaire subventionne. Après ça, on a les intérêts, qui est les frais bancaires, qui est 15 000 $, ce qui fait que les revenus moins les dépenses, ça donne un déficit de 535 337. Alors, c'est le montant qu'on propose pour le budget 21-22. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du sommaire pour le budget Statement of Operation avant que je poursuive au détail? J'ai la misère à voir s'il y a des questions. Je ne vois pas de main levée, non? Parfait. Alors, je vais poursuivre. Je vais aller à ce moment-là sur la cédule ici, qui est le programme par opération, Program Operations. Je vais le mettre plus gros. Alors, oups, c'est trop gros. Moi, je ne vois pas. Alors, ici, dans l'enveloppe instruction de maternelle à 12, on voit toutes les sources de revenus et les dépenses associées, qui est les revenus, les salaires et ainsi les services, les contrats et les autres dépenses. Ça donne, on a un déficit de 285. Pour les opérations et maintenance, on a un déficit aussi au niveau des opérations qui est aussi dû celui-ci est dû particulièrement pour les assurances, l'augmentation drastique des assurances qu'on doit maintenant tenir compte. On a le transport, qu'on a un surplus. Et au niveau de système administration, on a le respect ici de la limite administrative avec un surplus de 7 443. Tout ça, tous les éléments pour faire un déficit de 535 337. Alors ça, c'était le programme, le budget par programme. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur nos réserves? Alors voilà. C'est qu'en 31 août dernier 2020, on avait un 2 782 451. Je projette dans le meilleur des mondes quand je vais faire aussi ma mise à jour du mois, avec un déficit autour, mettons 200 000. Ça peut être 0 à 200 000, il fallait que je mette un chiffre. Là, j'ai dit, mettons 200 000. Le 49 000, ça, c'est pour tenir compte des investissements en capital que le conseil scolaire a subventionné. On a notre amortissement, ce qui nous donne une balance au 31 août 2021 de 3 048 000. De celui-ci, on rajoute le déficit proposé de 535 337, en incluant aussi les dépenses en capitalisation, ce qui nous amène au 31 août 2022 avec une réserve unrestricted de 2 628 437. On constate que aussi, on n'a pas touché à nos réserves restreintes, mais le montant reste le même. Et tout ça nous donne un AOS, Accumulated Operating Surplus, de 5 981 511. Alors voilà, c'était la mise à jour, la proposition du budget 21-22. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, monsieur. Conseillère Sano. Oui, moi, juste simplement une question. On prévoit combien d'élèves pour l'année prochaine? J'avais mis 3 700 le 8 janvier. Incluant ça, ça incluait la prématernelle. 1700, puis on a combien de suite? Oh, bonne question. Attendez. Aux dernières C'est une projections. augmentation de... Attendez. Je n'ai pas été... Je vais aller voir. Ça me prend à En 3500 suite. tête, Isabelle, je peux répondre, j'ai la réponse. Tu as la réponse, Lynn? 3470. OK, merci. 3470. On parle de quoi? 230? 230, ouais. Excellent. OK, merci. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. OK, merci bien. Désolée, je n'ai pas mis mon tableau les inscriptions. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors pour Mme Desbiens? Non? Pour moi, c'est super. Peux-tu juste remonter ton écran pour 2 secondes que je peux finir mes notes? Super. C'est beau travail. Merci. OK. Dans ces cas-là, est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition d'adoption du budget 21-22? Je vais avoir besoin que quelqu'un parmi le conseil d'administration s'avance pour faire la proposition d'adopter le budget. Il n'y a personne qui lève sa main. Je vais lever ma main. Madame Ross, si vous voulez, moi, je peux le faire. Ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir. Conseiller Arsenault donc, fait la proposition d'adopter le budget 21-22 tel que présenté. Tous en faveur? OK. C'est un budget adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Beaucoup de travail fait avec cette nouvelle formule de financement. Donc, bravo d'avoir réussi à tout ficeler et puis de tout remettre à temps et une bonne présentation. Donc, bravo et merci. Le point suivant, 6.2, qui est la politique 1.1.1, donc les responsabilités envers le gouvernement provincial. Et il s'agit de la planification stratégique 2021-2025. Donc, la planification stratégique, c'est un exercice qui est pris vraiment très au sérieux par le conseil scolaire, comme il se doit, puisque c'est vraiment ça qui va déterminer ce qui est de plus important pour toute la communauté scolaire du Franco-Sud. C'est ce qui va servir de boussole pour les 4 prochaines années. C'est vraiment ce qui fera la feuille de route. Donc, avant de passer la parole à M. Frédéric Audet, qui nous a accompagnés tout au long de cet exercice et qui est le principal de la firme LearnSquare, qui est une société dont une des spécialités est l'aide à la création de planification stratégique. Eh bien, je tenais à prendre le temps de faire un petit peu le point sur les différentes étapes qui représentent un travail d'environ 8 mois qui nous ont permis d'en arriver à l'élaboration du document qui nous sera présenté ce soir. Donc, tout a commencé avec des discussions préliminaires en octobre pour déterminer les lignes directrices de la planification. Et ça a mené à une consultation de la communauté scolaire par le biais d'un sondage électronique qui inclut les élèves, les parents et aussi les enseignants, les membres du personnel, les organismes communautaires, et qui a vu la participation de plus de 1700 répondants. Donc, c'est très, très représentatif de notre communauté. Et c'est ensuite que nous avons dédié l'intégralité d'une retraite annuelle où, pendant une soirée, une journée complète, tous les conseillers avec l'équipe administrative a donné du sens à tous ces commentaires, évaluer le contexte interne et externe, et puis commencer à travailler sur la vision, la mission, les principes directeurs, les valeurs et puis les objectifs stratégiques qui composent cette planification stratégique. Donc ensuite, M. Audet et toute son équipe sont repartis avec cette ébauche, et au fil de plusieurs sessions de travail, nous sommes arrivés à un document que nous avons pu présenter à un exercice de consultation communautaire, donc virtuel, qui avait eu lieu fin février dernier, dans lequel on a eu plus de 120 représentants, une fois de plus des parents, des élèves et les acteurs principaux de la communauté scolaire. Et grâce à tous ces échanges, M. Audet et son équipe de LearnSquare ont procédé à une analyse approfondie
de tout cela et puis se sont appuyés dessus pour nous proposer des recommandations que nous avons validées lors d'une dernière rencontre. Donc, ce qui nous est présenté ce soir, c'est bien le fruit d'un travail de collaboration et d'échange, mais aussi de réflexion et d'analyse poussée de beaucoup de parties prenantes, et le tout ancré sur les remontées concrètes de l'ensemble de la communauté scolaire de Franco-Sud. Donc, sans plus attendre, M. Audet, je vous laisse le soin de nous présenter la version finale de cette planification stratégique 21-25. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir à votre réunion du Conseil ce soir. Ça fait plaisir de vous remettre finalement après un processus qui a été fait en plusieurs étapes, le document final du plan stratégique 2021-2025 du Conseil scolaire Franco-Sud. Il fait plaisir aussi d'être ici ce soir pour justement en profiter avec vous pour vous voir une dernière fois après avoir travaillé, comme vous le dites si bien, avec plusieurs sessions de travail et puis en plus une retraite du mois de décembre. Donc, si vous voyez bien, on a partagé l'écran ici. Vous voyez le gabarit final dans lequel on a inséré le contenu du plan stratégique. Nous avons d'abord et avant tout, évidemment, la page titre. La table des matières qui est composée des différentes parties du plan stratégique. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à aller à la première partie, qui est le message de nul autre que M. Gouazdoué, qui justement réitère son engagement et l'engagement du conseil scolaire à vraiment mettre en place des stratégies dans les prochaines années, des orientations, des stratégies qui vont mener vraiment à un changement majeur ou une continuation au moins des objectifs principaux du conseil, et tout ça dans l'esprit de faire progresser les intérêts du conseil, les intérêts des parents et des élèves. Et si vous allez maintenant à la prochaine étape, vous allez voir qu'il y a une brève présentation dans votre plan stratégique du Conseil Franco-Sud. On peut voir certaines statistiques clés, l'emplacement de vos écoles, le nombre d'élèves, le personnel. Et vers le bas, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on a cru bon d'insérer évidemment cette fameuse accès à l'article 23, l'éducation francophone, et comment c'est crucial ici en Alberta en milieu minoritaire. Par la suite, on va dans la prochaine partie du plan, où est-ce que là, on fait un peu le qui nous sommes. On a travaillé ensemble avec vous, chers conseillers, sur une vision. Fiers d'être francophone, chaque élève atteint son plein potentiel, s'épanouit et vit la réussite. C'est une super de belle vision. Nous avons par la suite la mission et finalement les valeurs. Et puis, on y a travaillé certaines choses qu'on a évidemment gardées, qui nous plaisaient beaucoup, mais on a vraiment revu tout ça ensemble. Et puis, vos 5 valeurs, l'intégrité, le leadership, l'ouverture et la sensibilité aux différences et la fierté francophone. Des super belles valeurs pour un conseil scolaire dans le sud de l'Alberta. Si on va maintenant à la prochaine étape, nous avons les principes directeurs qui guident les interventions au sein du conseil scolaire. Il y en a 6 principaux, ils sont là. On parle du bien-être, évidemment, on parle de la réussite scolaire, que c'est une responsabilité partagée. Justement, on reconnaît que les attentes sont élevées face à la réussite scolaire aussi, comment la diversité contribue et joue un rôle à enrichir l'environnement du Franco-Sud. L'identité francophone qui est au cœur aussi des interventions, et les forces et les réalités de chaque milieu doivent être valorisées dans la programmation. Par la suite, nous avons le profil de sortie de l'élève qui a déjà été mis en place, ça fait plusieurs années au sein du Conseil Franco-Sud, mais on réitère justement l'engagement du profil de sortie de l'élève, exactement qu'est-ce qu'on veut voir à la fin du parcours au Franco-Sud, qu'est-ce qu'on veut voir chez l'élève, et qui sera en possession de sa capacité intellectuelle, qui sera fier de son héritage, qui sera un citoyen consciencieux, productif, qui aura connu une réussite scolaire. Et puis, cette réussite scolaire-là, c'est très clair dans le plan qu'on l'a défini selon l'élève, selon ses forces, selon ce qu'il est capable d'accomplir. Et finalement, pour les élèves dans les écoles catholiques, il vivra les valeurs catholiques et sera engagé dans sa foi. Prochaine section du plan stratégique, c'est vraiment la présentation de vos orientations stratégiques et puis la description de chacune des orientations et les objectifs stratégiques qui sont associés à ça. Donc, si on voit l'orientation stratégique 1, on y retrouve assurer la réussite scolaire et globale de l'élève. On a la description de cette orientation-là. Par la suite, on a pour l'orientation numéro 1, 6 points principaux qui viennent appuyer
si vous voulez bien, la mise en œuvre de l'orientation en tant que telle, l'orientation 1. La prochaine page, vous allez voir, évidemment, c'est la présentation de l'orientation stratégique 2 qui parle, celui-là, de poursuivre le continuum des programmes du préscolaire au secondaire vers le post-secondaire. Encore une fois, vous allez y retrouver une description succincte, mais très bien faite, qui présente cette orientation-là. Par la suite, si vous allez un peu plus bas, vous allez voir les objectifs stratégiques. Celui-ci en a 5. Et puis, si vous voulez bien, on va aller à la prochaine page. Nous avons l'orientation stratégique numéro 3 qui a encouragé le développement de l'école communautaire, encore une fois avec une courte description. Et cette orientation-là a 5 objectifs stratégiques. Pardon. Si on va bien à la prochaine page, l'orientation stratégique 4, augmenter l'accessibilité à l'éducation francophone sur le territoire du Franco-Sud. Et par la suite, plus bas, vous allez encore une fois voir les différents objectifs stratégiques. Celui-ci en a 3 spécifiques. Finalement, nous avons le 5e et dernière orientation stratégique qui est celui dans une école catholique, accompagner l'élève dans un cheminement qui s'inspire des valeurs catholiques. Et pour l'orientation stratégique 5, vous allez apercevoir qu'il y a 4 objectifs stratégiques. Si on poursuit dans votre gabarit, c'est juste la page de clôture, si vous voulez. Hein? Ça ressemble à un corridor d'une école. Alors, d'une façon très brève, il me fait plaisir de vous dire que j'ai été honoré d'avoir eu le mandat. J'aimerais remercier d'abord et avant tout la haute direction du Franco-Sud, M. Terrien et son équipe, pour m'avoir accueilli à bras ouverts, pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir contacté pour vraiment essayer avec eux défendre les intérêts du Franco-Sud pour vraiment bâtir un plan stratégique qui va être solide. En deuxième lieu, j'aimerais vous remercier, vous, chers conseillers scolaires, pour avoir si bien collaboré avec moi. Ça n'a pas été un travail toujours facile, mais ça a été, j'espère, pour vous, un travail enrichissant. Et puis, ça a permis vraiment d'apporter une réflexion une réflexion critique très importante pour les prochaines années du Conseil Franco-Sud. Alors, peut-être nous aurons encore l'occasion dans le futur de travailler ensemble ou au moins se croiser, se dire bonjour. Alors, je vous souhaite tout le succès possible pour la mise en œuvre de votre plan stratégique 2021-2025. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, puis je vous souhaite bonne continuation, puis bonne chance. Merci beaucoup, M. Audet. C'était le plaisir est réciproque. Merci. Frédéric, beau travail. J'ai beaucoup aimé un commentaire que j'avais entendu où vous parliez de diversité et d'intelligence collective qui avait été mise à profit pour que cette vision stratégique soit porteuse et rassembleuse et puis qu'elle reflète au mieux possible nos communautés. Pour moi, ça avait résonné beaucoup et puis ça s'est bien représenté dans tout le processus. Donc, merci encore à vous. Chers conseillers, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Beau travail, Frédéric. Merci. Excellent. Dans ces cas-là, est-ce que je pourrais vous demander à l'un d'entre vous de proposer d'adopter le plan stratégique tel que présenté? Donc, le conseil Ross propose d'adopter le plan stratégique 2021-2025 du Conseil scolaire Franco-Sud tel que présenté. Tous en faveur? C'est un plan adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant étant un point sur 6.2b sur l'adoption du règlement sur les bureaux de vote. Et nous en avons fait la première lecture lors de la réunion précédente. Il nous reste pour accepter ce règlement la deuxième et troisième lecture. Donc, c'était conseillère Poulain qui devait s'en occuper. Madame Saint-Hilaire, est-ce que vous pourriez nous guider sur cet exercice? Oui, certainement. Donc, à la dernière réunion, la lecture intégrale du règlement a été faite, comme c'est la règle. Cette fois-ci, si tout le monde confirme avoir la version en main, on peut simplement lire le règlement, le numéro du règlement et le titre, et procéder ensuite à la deuxième lecture et par la suite à la troisième lecture. Donc, tout le monde a en main le règlement numéro 2021-01 portant sur l'établissement des bureaux de vote pour l'élection générale des conseillers scolaires. Alors, tout le monde a bien cette version-là, tout le monde l'a lu. Alors, à ce moment-là, on pourrait passer à
l'adoption en deuxième lecture, si vous êtes prêts à le faire. Donc, est-ce que c'est un pouce qui fait en sorte que conseiller Ross propose? Monsieur Bergeron, voulez-vous faire la proposition? OK, parfait. Donc, conseiller Ross propose d'adopter en deuxième lecture le règlement numéro 052/2013 visant à permettre au directeur du scrutin d'établir plus d'un bureau de vote par aire électorale. Tous en faveur? Okay. Donc, cette deuxième lecture est adoptée à l'unanimité. Je m'excuse, Monsieur le Président, je viens de noter qu'il y a une erreur dans le titre, dans le numéro du règlement. C'est plutôt le règlement 2021-01. À la place de 052/2013? Oui, c'est ça. Pardon. Est-ce qu'il faut refaire cette proposition alors? Bon, vous pouvez la refaire. Comme ça, on aura vraiment le vrai. Je peux faire la proposition, Monsieur le Président, mais là, il nous manque une conseillère qui vient de… C'est ce que je regardais. J'avais la tête baissée. Les plaisirs de travailler à partir de la maison. OK, donc, non, pas de problème, c'est tout bon. Conseiller Ross, je vais la relire quand même, histoire de ne pas se tromper. Donc, conseiller Ross propose d'adopter en deuxième lecture le règlement 2021/01 visant à permettre au directeur du scrutin d'établir plus d'un bureau de vote par aire électorale. Donc, je vais vous redemander de vous prononcer. Tous en faveur? Merci beaucoup. Donc, la deuxième lecture est approuvée. Et en troisième lecture, conseiller Arsenault propose d'adopter en troisième lecture le règlement numéro 2021/01 visant à permettre au directeur du scrutin d'établir plus d'un bureau de vote par aire électorale. Tous en faveur? Eh bien, le troisième lecture, le règlement est adopté en troisième lecture par unanimité. Merci beaucoup. Toujours concernant les élections, le point 6.2 D, qui est la nomination d'un directeur des élections substitut. Madame Saint-Hilaire? Oui, alors pour le processus des élections, au plus tard le 30 juin, il faut procéder à la nomination d'un directeur des élections substitut. Et M. Delouf a gentiment proposé ses services. Et alors, c'est pour cette raison qu'on a soumis cette proposition-là ce soir pour officialiser que Stéphane Delouf va être mon substitut si jamais je suis dans l'incapacité d'agir comme directrice des élections. Très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer? Le conseiller Ross propose que M. Stéphane Delouf soit nommé directeur des élections substituts en vue des élections scolaires d'octobre 2021. Tous en faveur? Okay, à l'unanimité, merci beaucoup. Nous avons donc plusieurs bureaux de vote et un directeur adjoint des élections. C'est parfait. Donc, le point 6.2E, je vous le rappelle, qui est le point 7.4 qui a été mis dans cette nouvelle section. Et il s'agit de la présentation et d'une proposition d'adoption du plan d'éducation 2021-2024 qui sera présenté par M. Christian Roux. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, le plan d'éducation vous a été partagé vendredi. Donc, à titre d'information, le plan d'éducation est basé sur les attentes d'Alberta Éducation. Il y avait environ une vingtaine de documents sur lesquels nous nous sommes basés pour le créer. Il y a 5 domaines de l'assurance qu'il faut vraiment qu'ils fassent partie du plan. Donc, il y a le progrès, le rendement scolaire, l'enseignement et le leadership, il y avait l'acquis des apprentissages, la gouvernance, le contexte local et sociétal. Donc,
le plan d'éducation, l'objectif, c'est pour permettre aux membres de la communauté de nos communautés scolaires d'être informés sur nos priorités principales en tant que conseil d'école, de conseil scolaire et des écoles. Ça va permettre aussi un plus grand alignement entre les écoles parce que tout le monde suit les 3 mêmes priorités. Il rejoint directement le plan stratégique qui vient de vous être présenté et les directions d'école, à titre d'information, les directions d'école ont été consultées puis sont toutes vraiment, on a reçu quand même des bons commentaires de leur part. Donc, comme vous pouvez voir la page titre, on s'est assuré que ça soit qu'il y ait une diversité culturelle. On s'est assuré qu'il y avait des élèves de M à 12, puis on s'est assuré qu'il y avait quelque chose par rapport aux Premières Nations métis inuits. Donc, la page 2, on a décidé de commencer avec le contexte local et sociétal. Et pour nous, le contexte local et sociétal, c'est on a expliqué l'admissibilité pour les francophones de fréquenter une de nos écoles. On a mentionné la liste de nos 14 écoles, puis on a précisé le mandat de la francophonie qui fait qu'il nous diversifie d'une école d'immersion. Par la suite, à la page 3 et 4, c'est là qu'on est tombé sur la gouvernance. C'était un des aspects. Donc, on a mis les nouvelles versions de la mission, de la vision, des principes directeurs et des valeurs. Et par la suite, j'ai résumé les stratégies, les orientations stratégiques à la page suivante qui viennent de vous être présentées. Comme ça, un parent ou tous les membres de la communauté peuvent voir dans notre plan d'éducation qu'on s'est basé aussi sur le plan stratégique. La page suivante, c'est là j'ai décidé de faire un tableau qui résume les 3 priorités ainsi que les objectifs principaux, au cas où que quelquefois on nous demande d'écrire une page qui résume notre plan d'éducation. Donc, selon moi, ce tableau-là démontre bien qu'est-ce qui suit dans les 3 dernières pages du plan. En bas, étant donné que est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît? La dernière partie, c'est le processus. Étant donné que le plan d'éducation, c'est quelque chose qui est nouveau cette année d'Alberta Education, c'est pour ça que j'ai expliqué le processus dans un format. Donc, à la fin du mois de mai, le rapport, le plan doit être soumis, puis ça démontre toutes les tâches qu'on a fait avant. Et par la suite, le plan triennal qui est présenté au mois de novembre va être très influencé parce qu'on va se baser sur le plan d'éducation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le plan triennal va être beaucoup plus court aussi. L'année passée, il était près de 40 pages. Le plan d'éducation, comme vous regardez, j'avais pour objectif qu'il soit de moins de 10 pages, puis on est arrivé à 8 pages. Selon moi, c'est quand même un document qui est facile à lire, puis qui n'est pas trop long et qui résume bien toutes nos priorités. Donc, si on va avec la priorité numéro 1, que je vais expliquer rapidement, c'est certain que la réussite scolaire et globale de l'élève se retrouve aussi là-dedans dans une de nos priorités, puis c'est celle qui a le plus d'objectifs, 6, parce que c'est la base de l'éducation, la réussite de l'élève. Donc, c'est certain qu'on parle d'un objectif par rapport au rendement des élèves, aux tests de rendement et aux examens diplômes. Puis dans les stratégies, là-dedans, on parle du profil de l'élève, on parle de la différenciation pédagogique, la réponse à l'intervention, le perfectionnement professionnel pour nos enseignants, puis l'analyse des données. Puis par la suite, on a mis un objectif. Le deuxième, c'est certain qu'on trouvait que c'était important de parler, non, tu n'as pas besoin de baisser, je suis rendu au deuxième objectif, c'est la compétence en littératie, numératie et la santé mentale dans un milieu inclusif. Donc, on explique l'approche collaborative, qu'est-ce qu'on va utiliser beaucoup, les tableaux diagnostiques va être obligatoire par tout le monde, l'implication du programme projet appartenance, puis encore une fois, il y a du perfectionnement perfectionnel spécifique pour ça. Le troisième sur cette page, c'est le service de qualité en santé mentale et en adaptation scolaire. Donc, c'était une des priorités qu'on avait vues qui était ressortie lors de la consultation du plan stratégique. Donc, ça mentionne l'avantage d'avoir un nombre adéquat de spécialistes, le plan d'appui à l'enseignement qui soit bien fait puis qui répond au service de l'élève. Ça parle encore, à cause de la santé mentale, le rôle spécifique du programme projet appartenance. L'autre page, la dernière page, c'est la programmation au secondaire pour nous, qui est un de nos objectifs importants vers le post-secondaire ou le marché du travail. Donc, c'est certain que certaines de nos stratégies sont en lien avec l'obtention de crédit, les nouveaux stages qu'on a. On a ajouté beaucoup de stages cette année puis l'année prochaine. L'appui des conseillers en orientation joue un grand rôle là-dedans. Il y a une partie sur les Premières Nations métis inuits. Donc, c'est certain qu'il y a des projets qui sont développés. Il va y avoir des perfectionnements professionnels, une formation obligatoire par année pour chaque enseignant.
Il va y avoir les aînés dans les écoles, qu'on va les encourager à venir à 2 à 3 visites par année dans chacune des écoles. Il y a une œuvre artistique, il y en a déjà 7 écoles qui en ont une, mais les 7 autres font partie de notre plan d'éducation d'avoir les 7 autres terminés. Puis vous allez voir aussi qu'on a une nouvelle approche, ça s'appelle les semaines de la reconnaissance autochtone. Au lieu de fêter seulement une journée autochtone, il va y avoir 4 fois une semaine d'Autochtones, qui fait que c'est plus facile d'avoir accès à ces gens-là aux elders, parce que la journée du 21, par exemple, ou juin, ils sont tous occupés et ne peuvent pas venir dans nos écoles. Donc, nous, on va développer 4 fois une semaine. Et le dernier, la catholicité. On a décidé de joindre, il n'y a pas une priorité qui s'appelle catholicité, on a décidé de mettre la catholicité partout dans nos 3 priorités pour montrer que c'est inclus pour nous dans le Conseil scolaire Franco-Sud. Donc, c'est certain qu'on parle de projet, faire vivre la catholicité, puis les représentations visibles dans les salles de classe ou dans l'école. La page 7, qui est déjà l'avant-dernière, donc c'est l'épanouissement de la francophonie. Donc, quand moi j'ai lu le plan stratégique, je trouvais que ça l'avait ressorti. Donc, c'est une de nos priorités. Donc, il y a 5 objectifs là-dedans. C'est certain que la première, c'est l'augmentation du nombre d'élèves, donc par un plan de marketing, par l'appui aux prématernelles et aux garderies, qui sont nos principaux objectifs. Il y a l'accroître la fidélisation, le passage entre la 6e et la 7e et de la 9e à la 10e, qui dit qu'on va démontrer tous les avantages de faire des rencontres avec les parents et avoir une programmation qui répond aux besoins des élèves. Et par la suite, on trouvait que c'est super important, on fait beaucoup de partenariats avec les organismes communautaires et le conseil scolaire. Donc, ça démontre qu'on va les utiliser beaucoup plus et qui vont jouer un rôle beaucoup plus actif. On a parlé dans cette section de l'ajout d'animateurs culturels, comme on vous a parlé dans la session de travail. On a fait du perfectionnement perfectionnel qui favorise l'ouverture à la diversité culturelle et les outils pour les familles immigrantes. Puis, il y a une section qui dit comment que les prêtres peuvent aider dans les écoles catholiques. Et l'avant-dernière là-dedans, c'est développer le leadership chez les élèves au niveau local, provincial et national. Donc, les conseils d'élèves puis le conseil d'élèves du Franco-Sud va être formé. Il y a des conseils d'élèves dans les écoles, mais on va continuer à les améliorer. Puis, il va y avoir un conseil d'élèves du Franco-Sud. On encourage la participation au stage de leadership AAA, puis on met beaucoup d'efforts pour qu'il y ait beaucoup plus de rassemblements jeunesse pour lesquels la participation est augmentée. Et l'équité au niveau de l'infrastructure, c'est là que les conseillers scolaires se retrouvent le plus. C'est l'ouverture de nouvelles écoles où est-ce que vous jouez votre rôle de démarchage des conseillers scolaires. Donc, la page 8, la dernière page, la priorité numéro 3, c'est super important depuis les dernières années, l'engagement des parents et de la communauté. Donc, notre priorité numéro 3 est en lien avec ça. Donc, il y a participation des élèves au niveau de la sociale, de l'environnement, d'entrepreneuriat d'espace. C'est ça qu'on a entendu quand on a eu des consultations avec les élèves. Donc, en offrant plus de bénévolat, plus de rassemblements, plus de projets, puis en s'assurant que toutes les écoles puissent peut-être former des équipes sportives. Donc, mettre des efforts là-dedans parce que c'était une demande des élèves. Les opportunités pour les parents de s'engager davantage. Donc, c'est certain par l'intermédiaire de plus de sondages, de plus de communication fréquente de la direction aux parents et encourager le bénévolat quand que ça va être possible dans les écoles après la COVID. Donc, participation de tous pour la prise de décision. Quand on dit de tous, on parle surtout des élèves, le personnel et les parents. Donc, il faut qu'il y ait des consultations. On a marqué comme stratégie que c'est important que tous les points saillants se retrouvent à quelque part, qui fait que les personnes qui n'ont pas pu participer puissent être informées. Publication de résultats. Quand on donne un sondage, ça va être obligatoire de maintenant que les publications soient partagées aux parents pour qu'ils deviennent informés, puis l'engagement des élèves dans les rencontres des conseils d'école, de s'assurer que les élèves présentent quelques fois au courant de l'année. Comme ça donne une opportunité de leadership pour eux, puis ça leur donne une voix. Et encore une fois, pour la dernière objectif pour ça, c'est la catholicité, vivre leur foi. Donc, c'est certainement faire la publicité des sacrements, s'assurer que les liturgies mensuelles, que les élèves jouent un plus grand rôle à le présenter aux autres élèves et s'assurer que les infos sur les sites web sont toujours à jour pour les 4 écoles catholiques. Donc, en général, c'est qu'est-ce que le plan d'éducation est, qui a pris comme 4 minutes pour moi pour vous le partager, puis qui peut prendre 4 minutes à lire pour un parent. Qu'est-ce qui va être ajouté que
parce qu'on vous a partagé en début de vendredi ce document et à la fin de vendredi, on a découvert qu'il faut qu'il y ait une partie de la présidence, donc de votre présidence qui soit inclus dans notre plan et ça va dire que ce plan-là a été présenté au conseiller scolaire puis qui a été adapté la journée qui est aujourd'hui le 11 mai. Donc, il va y avoir au début du document, il faut qu'il y ait le mot du président, mais qu'il y ait déjà un paragraphe qui a été conçu pour ça, mais qui va être ajouté. Donc, je m'excuse qu'il n'était pas le vendredi. J'ai eu la nouvelle seulement à 17 h et on n'a pas fait le changement dans le document final. Mais techniquement, on va essayer de s'assurer qu'il reste encore sur 8 pages. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si ça répond à vos besoins. Pour moi, je vois un alignement direct avec le plan stratégique et très, très bien reçu des écoles. Ça va être très bien reçu pour un enseignant de le lire, puis pour les parents, je pense que c'est très amical. Puis le plan triennal, on va démontrer est-ce qu'on a atteint nos critères de réussite ou non. Donc, beaucoup plus court, beaucoup plus concis et peut-être plus réaliste pour les gens de la communauté scolaire. Excellent, merci M. Roux. M. Ross, oui. Oui, je voulais justement dire tes dernières quelques phrases, voler les mots de ma bouche, j'allais dire la même chose. Ça fait super, Christiane, beau travail. J'ai rien d'autre à dire parce que tu l'as dit pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour M. Roux? Non, c'était très bien, M. Roux. Merci. OK. Dans ce contexte-là, eh bien, je vous invite à quelqu'un à proposer de recevoir, donc conseiller Ross propose de recevoir le plan d'éducation 2021-2024 tel que présenté, tous en haut. Mme Saint-Hilaire. En fait, c'est un détail, mais il faut l'adopter selon les normes qui nous ont été, selon ce qui nous a été demandé de faire ce soir. D'accord, donc c'est propose l'adoption du, j'avais mal noté alors, propose l'adoption du plan d'éducation 2021-2024. Conseillère Ross, vous êtes toujours en accord avec cette proposition? Okay. Donc je la répète, conseillère Ross propose l'adoption du plan d'éducation 2021-2024 du Conseil scolaire Franco-Sud tel que présenté. Tous en faveur? OK. Donc le plan d'éducation 2021-2024 est donc adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 6.3, qui est la politique 1.52 du rôle des conseillers. Et ça concerne les conseillers de liaison et une légère modification, plus une précision à nos pratiques. Conseiller Arsenault. Oui, merci, M. le Président. Donc, je vais faire la proposition et si vous avez des questions ensuite, je suis prêt à répondre aux questions. Donc, je propose que le conseiller de liaison d'une école soit le seul interlocuteur de différentes parties prenantes de la communauté de l'école qu'il représente, à moins qu'il ne délègue ses responsabilités à un autre conseiller. Donc, c'est ça ma proposition. Je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. Conseiller Ross. Je n'ai pas de problème avec ça. Plutôt une question. Si c'est accepté, est-ce qu'il va y avoir un document révisé partagé avec les écoles, avec les présidences, les directions? Ça serait peut-être une bonne idée d'envoyer ça au conseil d'école. Ouais, je ne vois pas de problème avec ça, là, au moins que les conseils d'école seront au courant de l'affaire. Je pense que la première étape sera que ça se soit reflété au bon endroit dans nos documents de gouvernance. Et ensuite, on pourra faire une clarification, que ce soit maintenant ou plus tard. Conseiller Bergeron. Moi, je propose que cette proposition-là soit justement envoyée au comité de gouvernance pour évaluation, puis après ça, la revenir au conseil pour l'approuver. Parce que là, on amène cette proposition-là comme ça, sans savoir les raisons, sans savoir si on l'a. À mon avis, c'est déjà quelque chose qu'on doit justement respecter dans notre. Mais on n'a pas eu le temps, moi, en tant que président du comité de gouvernance, c'est la première fois que je l'entends. Alors, je pense que moi, ce que je propose, c'est de l'envoyer justement au comité. On se réunit
le 1er juin bientôt, et puis au comité de gouvernance pour fin d'analyse. Et après ça, le comité de gouvernance en fera une recommandation au conseil pour approbation. Okay. Le CA est au-dessus de tous les comités. Donc, quand on fait une proposition ici, automatiquement, la dernière étape est ici. Donc, on a le droit, comme conseiller, de faire des propositions. Le comité de gouvernance, je suis dessus et on est très, très occupé, dans mon opinion. Et on a déjà fait des propositions ici sans que ça passe par le comité de gouvernance. Le comité de gouvernance en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, moi, je veux garder ma proposition ici ce soir à la table. Il y a des élections qui s'en viennent et il va y avoir au minimum, au strict minimum, un nouveau conseiller, si pas 6. C'est possible qu'il y en ait 6. Donc, je veux m'assurer que lorsque les nouveaux conseillers arrivent, ou le nouveau ou la nouvelle, ça ne dérange pas combien, ils savent exactement leur rôle. Ceci clarifie exactement le rôle du conseiller liaison. On veut avoir un rapport, une belle relation entre le conseiller de liaison et les conseils d'école. Donc, si un conseiller ou une conseillère décide d'aller dans n'importe quelle école qu'elle veut, ça va créer de la confusion et ça ne démontre pas de l'unité dans notre CA. Donc, ceci, c'est simplement pour clarifier les choses. Ça n'empêche pas que le comité de gouvernance regarde ça plus tard. Il pourra regarder, mais de toute façon, on a tellement de choses à faire au comité de gouvernance. Et ça n'empêche pas qu'un conseiller comme moi-même amène une proposition à la table ici et qu'on fasse des propositions. Donc, Monsieur le Président, je garde ma proposition à ce soir. Okay, conseiller Bergeron? Dans ce moment-là, il reste quoi? Il reste, la plupart de nous autres, il reste quoi? Une visite d'école encore. Je ne suis même pas sûr s'il reste une visite d'école avant le nouveau conseil. Alors, moi, je tiens encore la proposition de dire que ça donne, personnellement, je croyais que ça existait comme ça déjà. Alors, je n'ai pas eu le temps de reviser notre mandat de gouvernance à ce niveau-là et notre guide de politique là-dessus. Alors, pour moi, je ne vois pas la valeur de le mettre là maintenant, à moins qu'il y ait quelque chose de grave qui se soit passé. Mais à part de ça, je ne crois pas. Et je tiens aussi tout simplement de l'envoyer au comité de gouvernance. Et puis, comme conseiller Arsenault vient de le mentionner, ça sera au nouveau conseil, justement, de voir à mettre en œuvre cette politique si elle n'existe pas déjà. Donc, c'est le même argument. Donc, je pense que conseiller Arsenault garde sa proposition. On a noté votre position, conseiller Bergeron. Et puis, pour répondre à votre question, oui, il y a une situation qui s'est présentée récemment. Je ne veux pas la qualifier de grave, mais qui est suffisamment problématique pour qu'on puisse clarifier ça rapidement et que surtout dans une situation d'élection, et puis ce n'était pas forcément une situation qui a été faite d'une manière délibérée et malsaine. C'est juste pour éviter qu'il y ait ce genre de situation. Et que des gens se retrouvent dans des situations qui sont malencontreuses et qui n'étaient pas désirées, eh bien ça clarifie qu'il y a une personne qui représente une école et une communauté scolaire, et puis c'est cette personne-là qui est le contact direct. Sinon, après, on se retrouve avec vraiment des positions qui sont difficiles pour toutes les parties et les gens ne savent plus à qui s'adresser. Donc, ça clarifie énormément et je vous assure que je ne veux pas retourner dans cette position-là. Donc, moi, je supporte cette proposition telle qu'elle se présente. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, conseiller Ross? Non? Dans ces cas-là, on va passer au vote. Donc, Louis, conseiller Arsenault, propose que le conseiller de liaison d'une école soit le seul interlocuteur des différentes parties prenantes de la communauté de l'école qu'il représente, à moins qu'il ne délègue ses responsabilités à un autre conseiller scolaire. Donc, tous en faveur? OK. Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, le point suivant, qui est le point numéro 7, les dossiers liés aux politiques. Point 7.1, politique de la gestion responsable des finances, c'est la mise à jour mensuelle des finances. Monsieur Terrien, je vous passe la parole. Alors oui, c'est le rapport mensuel. Alors, Isabelle, à toi la parole. OK. Merci Stéphane. Il faudrait juste le mettre un petit peu plus gros, je crois. Alors, tout le monde le voit bien? Pas encore, non. Ça arrive.
C'est mieux? C'est pas mal du tout? Alors, on est déjà dans notre 8e mois d'opération de notre année financière. Il reste que 4 mois. Ça va quand même assez rapidement. Alors, pour les résultats d'opération en date du 30 avril, au niveau budgétaire, on avait budgété pour le 8e mois 34 594 127. Et pour les explications que j'ai mentionnées dans les périodes antérieures, on a reçu plus d'argent. Donc, on a un revenu total de 36 81 000. C'était suite du financement de 1 314 250 qui était le grant du COVID. On a reçu aussi le Critical Worker Benefit. Alors, on a reçu des fonds additionnels qui n'étaient pas planifiés dans le budget initial, ce qui fait qu'on a une somme d'argent supplémentaire de 1 487 285 par rapport au budget. Alors, on a un écart de 4 %. Je voudrais faire une petite parenthèse. Dans le mois antérieur, on avait 7 d'écart, puisqu'au mois de mars, on avait reçu davantage, un plus gros montant. On reçoit toujours une plus grosse somme au mois de mars, mais ça s'est rebalancé en avril. Au niveau des dépenses, on a pour 36 458 812 par rapport au budget. À même titre, si on a du revenu supplémentaire, on a des dépenses supplémentaires qui sont aussi reliées au COVID. À ce moment-là, on a un écart additionnel des dépenses aussi de 4 %, ce qui nous amène à un déficit cumulatif de 377 400 par rapport au budget qui était 307 000. Juste pour vous dire aussi, comme j'avais expliqué dans la période antérieure, on avait un surplus de 600 000 par le fait même qu'on avait reçu une somme d'argent supplémentaire en mars, mais que ça s'est réajusté pour le mois d'avril, le fait qu'on a reçu une somme moindre. Dans ce montant-là, ça inclut aussi un montant de surplus du School Generated Fund de 97 000. On avait là, 102 000. Alors, tranquillement, soit qu'il y a des remboursements ou les écoles commencent aussi à dépenser les sommes qui sont utilisées. Voilà, c'est ma mise à jour concernant pour le mois d'avril. Alors, ça suit son cours. La tendance, comme je l'ai mentionné dans mon budget, la tendance s'enligne vers un petit surplus. J'ai mis 200 000, mais ça peut être entre 0 et 200 000, mais pour le moment, les projections tentent à indiquer qu'on finirait l'année financière avec un petit surplus. Alors voilà, ça conclut ma mise à jour pour le rapport financier du mois d'avril. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voulais juste poser la question de savoir où est-ce qu'on les retrouve, le plus de 100 000 sur la… Non, il n'est pas là-dessus. C'est parce que normalement, M. conseiller Arsenault me demande tout le temps où est-ce qu'on s'enligne. Alors, je prends le devant, ça fait partie de mon texte, là. OK, très bien. J'avais peur d'avoir mal lu le document. Non, Okay, non. bien, Ça, c'est la mise à jour juste pour dire qu'on est en ligne, malgré les revenus additionnels, on est en ligne avec le budget, mais la tendance indique qu'on finirait l'année suite à des périodes de COVID. Il y a certaines activités qui n'auront pas lieu. Alors, voilà. Super, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Desbiens? Pour moi, je suis confortable avec le rapport. Ça va bien, puis ça paraît bien pour où est-ce qu'on est rendu dans l'année fiscale. Nous allons passer maintenant au point 7.2, relations publiques et démarchage. Et donc, c'est le rapport de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta au niveau provincial. Donc, on a eu on a eu en fait deux réunions de SIAM, et la principale était le 19 avril 2021. Vous avez eu le procès, les points saillants, pardon. Et où la discussion principale, c'était juste au moment du curriculum. Donc, c'est chacun des 4 conseils qui avait décidé, qui était en train de se décider en fait à la position, et puis c'était prononcé ensuite pour ne pas participer au pilotage du niveau programme d'études. Puis comme ça avait été mentionné, parce que la forme actuelle ne répondait pas aux besoins et au mandat de l'éducation francophone en Alberta, et puis dans un timing qui était vraiment pas bon en cause de la pandémie.
Mais comme la partie sur le rapport de la direction générale aujourd'hui est centré sur le programme d'études, sur le curriculum, je ne vais pas m'aborder trop sur les discussions, on pourra peut-être en reparler plus tard s'il y a des besoins. Mais c'était les discussions principales du CA. Il y avait aussi une préparation d'une rencontre que nous avons eue le mois dernier, la semaine dernière, pardon, avec le ministre Lagrange, pendant laquelle il y avait des grosses attentes de notre part en vue du partage qui nous avait été annoncé de la lecture du gouvernement vis-à-vis de la décision du jugement de la Cour suprême en Colombie-Britannique et puis l'impact que ça pourrait avoir du point de vue du gouvernement. On s'attendait à cette proposition et puis à cette présentation le 26 avril dernier. Puis malheureusement, la ministre et son équipe n'étaient pas prêtes à nous faire valoir de ces informations-là. Donc, nous étions vraiment très déçus, juste parce qu'on l'attendait énormément. Et donc, nous l'avions fait savoir. Et puis, le reste des discussions ont bien sûr évolué autour des points principaux. Le point principal étant le curriculum, dont Daniel Terrien nous parlera un petit peu plus tard. Mais on en a profité de ce moment-là pour reparler des points qui nous sont chers au niveau de la fédération, qui sont le leadership francophone à l'intérieur du ministère et comment est-ce qu'on peut l'exercer et collaborer avec le ministère de l'Éducation pour qu'on ait les mêmes objectifs et des manières de faire où tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et puis, on a parlé aussi du financement de la programmation virtuelle de l'année prochaine. Donc, c'est des points qui sont importants pour nous et que nous avons mentionnés auprès de la ministre et qui faisaient partie du rapport de la fédération. Donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à la fédération? Non, dans ces cas-là, ça conclut le point 7.23 qui était le rapport de la FCSF1 et le point 7.3 maintenant qui est la politique 3.9, le réaménagement des communautés scolaires et nous allons regarder de près le rapport de conformité qui nous sera présenté par M. Delouf. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, pour le rapport de conformité au niveau de la politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires, on dit que la politique 3.9 dit que la direction générale ne néglige pas de présenter au Conseil toute démarche relative à un réaménagement d'une communauté scolaire, telle une ouverture, une fermeture, un déménagement ou un regroupement touchant l'une de ces écoles, une modification à un secteur de fréquentation ou à une organisation scolaire. La politique 1 qui dit la direction générale ne néglige pas de faire état de l'évolution de l'environnement des communautés scolaires, des tendances qui se dessinent et des changements éventuels. Donc, on dit qu'une attente de tenir le Conseil à l'affût des principaux enjeux dans l'environnement politique, financier, démographique, social, concurrentiel ou physique qui, s'il n'était pas clairement communiqué au Conseil en temps opportun, ferait en sorte que le Franco-Sud ne se rendrait pas apte à des décisions suffisamment éclairées ou judicieuses. Au cours de la période visée par le présent rapport, le Conseil a été tenu informé et a pris des décisions au sujet de l'infrastructure. De plus, les membres du comité de réaménagement et les conseillers de liaison responsables des régions où ont lieu des projets de construction ou de modernisation sont tenus au courant de l'évolution des travaux. La construction de la nouvelle école Les Cyprès située à Medicine Hat a été terminée pour la rentrée scolaire de septembre 2020. 2 modulaires ont été alloués à l'école Les Cyprès grâce à la subvention de Patrimoine Canada. La construction est en cours. La planification a débuté pour la construction de la nouvelle école Le Ruisseau, située à Brooks. Les 8 classes modulaires qui constituaient l'ancienne école Beau-Soleil ont été relocalisées de la manière suivante au cours de l'été 2020. École La Mosaïque, 2 modulaires préscolaires. École francophone Airdrie, 1 modulaire scolaire. École Notre-Dame-de-la-Paix, 2 modulaires préscolaires. École de la Source, 1 modulaire préscolaire, 1 modulaire scolaire.
École Terre des Jeunes, un modulaire préscolaire. Au cours du printemps 2020, le gouvernement de l'Alberta a alloué 2 500 000 au Conseil scolaire franco-sud en guise de stimulus. Les projets suivants ont été réalisés avec ces fonds. Modernisation phase 1 Terre des Jeunes, 500 000 $. Modernisation du système de chauffage à Sainte-Marguerite-Bourgeois et la Rose-Sauvage, 1,1 million. Rénovation du système de chauffage dans les modulaires de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois, 200 000. Remplacement du toit à Sainte-Marguerite-Bourgeois et l'école de la Rose-Sauvage, 400 000 $. Modernisation de diverses composantes du système de plomberie dans plusieurs de nos écoles, 300 000 $. Un groupe de parents de la région de Crow's Nest Pass a démontré de l'intérêt pour amorcer un programme scolaire francophone dans cette région. Le Franco-Sud est en processus d'analyse de cette demande. Nous sommes conformes. Point 3.9.2. La direction générale ne néglige pas de soumettre et d'interpréter pour approbation le processus de planification, de mise en œuvre et d'évaluation de toute démarche de réaménagement d'une communauté scolaire touchée dans laquelle on retrouvera les éléments suivants sans s'y limiter. Données soutenant les raisons et les besoins motivant un réaménagement, information sur les modalités du processus proposé ainsi que l'interprétation sommaire des résultats, information sur l'environnement politique, information sur la transition, impact budgétaire du processus. En raison de la pandémie de COVID-19, les élèves du secondaire de l'école de la Source ont suivi tous leurs cours à leur école au lieu de se déplacer à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois. Donc, nous sommes conformes. 3.9.3, la direction générale ne néglige pas de prévoir un plan de communication. Une section sur le site web du Franco-Sud est consacrée aux divers projets de construction du conseil scolaire. Par ailleurs, le conseil a été informé des communications pertinentes acheminées aux différentes communautés qui ont été ou seraient touchées par un réaménagement, en plus de recevoir l'information au sujet de l'infrastructure lors de ces réunions mensuelles. Nous sommes conformes. Le point 3.9.4. La direction générale ne néglige pas de présenter pour approbation par le Conseil des options ainsi que leurs impacts portant sur l'une ou l'autre des situations de réaménagement lors de l'examen des installations destinées aux élèves. Tout au long de la période couverte par le présent rapport, le Conseil a été tenu informé des dossiers relatifs à l'infrastructure et à l'organisation de nos communautés scolaires. Des mises à jour ont été présentées lors des réunions du Conseil et entre les réunions au besoin. Plus particulièrement, la liste des priorités établies en vue de la soumission d'un plan capital au gouvernement a été discutée au comité de réaménagement des communautés scolaires avant d'être soumise au Conseil. Et les critères utilisés pour déterminer ces priorités ont été expliqués. Les critères en question sont les suivants: inscription, programmation, taux d'utilisation des écoles, fonctionnalité, capacité des édifices, santé et sécurité, conditions des édifices, location géographique des écoles, durée des trajets de transport, site. Il faut détenir un site pour obtenir un projet. Le plan capital 2021-2024 a été présenté et approuvé par les conseillers. Conforme. Le point 3.9.5. La direction générale ne néglige pas de présenter des formules alternatives lors de modifications à l'organisation scolaire. En raison de la pandémie de COVID-19, les élèves du Franco-Sud sont passés à l'apprentissage en ligne à compter de mars 2020 jusqu'à la fin de l'année scolaire. En vue de la rentrée scolaire de septembre, le Franco-Sud a dû adapter ses écoles aux exigences des autorités de santé et suivre les directives d'Alberta Éducation relativement au mode d'apprentissage des élèves. En présentiel et en ligne, nous sommes conformes. Le point 3.9.6, la direction générale ne néglige pas de présenter le nom proposé d'une école pour approbation par le Conseil. Nous n'avons aucune école qui a dû avoir un nom proposé durant cette période.
3.9.7, la direction générale, excusez-moi, ne néglige pas d'assurer une utilisation optimale des espaces scolaires et de faire rapport au Conseil lorsque ces espaces manquants nécessitent l'identification d'espaces additionnels et à quel coût. Donc, l'utilisation des espaces est bien détaillée dans le plan capital annuel qui est révisé à chaque année et adopté en février ou mars par le Conseil. Ce document vise à bien documenter l'utilisation des espaces scolaires et à établir une recommandation des priorités en infrastructure selon les taux d'occupation de nos écoles. Ces taux sont calculés en utilisant une formule prescrite par le ministère et qui est la même pour l'ensemble des conseils scolaires de la province. De plus, des demandes de modulaires sont faites en octobre ou novembre de chaque année afin d'obtenir les classes modulaires nécessaires pour répondre aux besoins émergents de nos écoles. Les aires de fréquentation de chacune de nos écoles sont établies de manière à desservir de façon optimale notre clientèle. Ces aires de fréquentation sont la région géographique à l'intérieur de laquelle l'élève du Franco-Sud a accès au système de transport scolaire pour fréquenter l'école de cette région. En raison du manque d'espace à l'école Le Ruisseau de Brooks, la location de locaux supplémentaires, Newell Center, pour les élèves du secondaire, s'est poursuivie au cours de la période visée par le présent rapport. Nous sommes conformes. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? C'est Ross. Plutôt commentaire que question. Je pense, dès mon début comme conseillère, c'est le rapport de conformité qui est le plus chargé. Puis, c'est super bon de voir parce que presque toutes nos écoles ont été touchées, puis c'est toutes des bonnes choses. Puis, les projets sont terminés ou presque terminés. Ça fait super travail avec ton équipe. Puis, j'ai aucune question excepté mon chapeau, c'est beaucoup à gérer, puis c'est bien fait, puis le rapport me le montre. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions pour M. Deloux? Non, merci beaucoup alors pour votre présentation, M. Deloux. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait proposer de recevoir, donc, conseillère Ross propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.9, qui est le réaménagement des communautés scolaires. Tous en faveur? Donc, c'est accepté, c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il est 19h41. Je vous propose de faire une pause de 10 minutes. On se rejoint 52 maintenant, à 19h52. Donc, nous n'avons pas de point 8 puisqu'il n'y avait pas de rapport de la Société des conseillers catholiques. Donc, le point 9, le rapport des comités. Et le seul comité qui a un rapport aujourd'hui, c'est le comité d'évaluation de la direction générale. Et ce sera M. Louis Arsenault qui nous en fera la présentation. Je laisse la parole, M. Arsenault. Merci. On s'est rencontrés hier soir, moi-même, conseillère Ross et conseiller Bergeron. J'ai été élu à la présidence du comité. On a regardé le formulaire d'évaluation du DG et on a décidé de garder le même formulaire que l'année passée. Cependant, on va ajouter 2 questions au formulaire on va l'envoyer à Mme Saint-Hilaire. Et de là, on va faire ces ajouts-là au formulaire. Donc, le dernier point qu'on a discuté de, c'était l'échéancier. Donc, l'échéancier va être la suivante. Donc, Mme Saint-Hilaire va envoyer aux membres du CA le 13 de mai, qui est dans 2 jours. Le 13 de mai, le nouveau formulaire. Et on va avoir 2 semaines pour le remplir, donc jusqu'au 27 de mai. Et qu'on va avoir à retourner à Mme Saint-Hilaire pour qu'elle fasse la compilation de tous les membres. Ensuite de ça, on va se rencontrer, nous, 2 semaines après, qui est le 10 juin. Les membres du CA vont se rencontrer pour finaliser le formulaire. Donc, on va prendre ça que tout le monde a mis et on va s'entendre ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'on va remettre comme évaluation du DG. On va ensuite envoyer ça à M. Thérien, que lui va avoir la chance de voir l'évaluation avant qu'on le rencontre le 24 juin. Donc, le 13 de mai,
le 27 de mai, le 10 juin, le 24 juin, et M. Terrien va recevoir l'évaluation une semaine avant. Donc, il ne va pas arriver à l'évaluation au fret. Il va voir son évaluation, il va être capable de voir son évaluation et on va être capable de le rencontrer le 24 juin avec les membres, tous les membres du CA pour être capable de donner l'évaluation à notre directeur général. C'est tout, M. le Président. Je suis prêt à répondre aux questions. OK, merci beaucoup. Étant le seul qui n'ait pas été présent lors du comité, je n'ai pas de questions, c'est très clair, l'échéancier va très bien. Donc, je vous remercie pour cette présentation et puis d'avancer, d'avoir mis des jalons très clairs dans le calendrier. Merci beaucoup. La seule question que j'avais, c'est il n'y avait pas de date qui était déjà décidée à la réunion organisationnelle pour cette évaluation-là? Vous savez, c'est possible qu'il y avait une date, mais on essaie de se donner du temps à remplir. Il faut donner du temps aux conseillers, il faut donner du temps à l'administration et on veut donner du temps à notre directeur général aussi. Donc, en espaçant tout de 2 semaines, de cette façon-là, tout le monde a la chance de respirer parce que par-dessus ceci, on a nos réunions de conseil. M. Terrien est rempli de travail. On a des comités de gouvernance. On essaie de se donner du temps, pas donner 2-3 jours pour être capable de donner une évaluation que M. Terrien mérite. Hein. Donc, en se donnant du temps comme ça, des échéances de 2 semaines, ça donne la chance à tout le monde à bien faire leur travail. OK, très bien, merci. Donc le point 10 maintenant, qui est le rapport de la direction générale. Donc, M. Terrien, je vous laisse la parole. Merci, M. Goasdoué. Alors, le point à mon rapport touche le curriculum. Je pense qu'on est dans un temps où ça va demeurer un sujet chaud pour un petit bout de temps. M. Goasdoué en a parlé un petit peu tout à l'heure lorsqu'il faisait son rapport au niveau de la Fédération provinciale. Ce que je voulais vous mentionner, c'est que le 5 mars, c'est-à-dire le 5 mai dernier, j'ai eu la chance de participer au comité sur l'éducation francophone avec la sous-ministre adjointe. C'est un comité où les DG francophones sont invités 2 à 3 fois par année, où on avait avec nous, entre autres, Elder Calda Girone, qui est sous-ministre adjointe au niveau de la division du curriculum, et Kindy Joseph, qui elle, se trouve à la division du sport, c'est-à-dire la division du système et de l'appui au programme. Alors, on en a profité, bien qu'il y ait plusieurs items à l'ordre du jour. L'ordre du jour se bâtit en collaboration avec eux et on a profité de cette occasion-là justement pour poursuivre la conversation d'un point de vue, disons, pratico-pratique, administratif. Ce sont des fonctionnaires comme moi. Et rappeler aux 2 sous-ministres que nous voulons depuis vraiment collaborer avec eux et avoir une influence sur le curriculum. Et que d'ailleurs, nous avions offert notre appui avant le dévoilement du curriculum et que c'est évidemment important pour nous d'avoir une voix. Alors, on en a profité aussi pour les informer que nous allons mettre sur pied, et là je parle des 4 conseils francophones, un comité conjoint de travail. Et pour faire justement l'analyse en profondeur du programme d'études et faire les suggestions nécessaires là, pour combler l'écart entre ce que le gouvernement a soumis et ce que nous voyons comme correction à amener ou ajustement à amener au curriculum. Ce comité-là va se pencher plus particulièrement sur le français, sur l'étude sociale et, entre autres, la musique. Et peut-être plus, mais comme point de départ, c'est ce qu'on propose. Et ce qu'on a demandé aussi aux sous-ministres adjointes, et la possibilité que certains membres de leur personnel puissent se joindre et travailler en collaboration avec notre comité conjoint. Ce qui a été perçu vraiment positivement par Heather et Kindy,
Joseph. Alors, et par la suite, ils nous ont même ouvert la porte pour les aider à identifier ou à développer des ressources appropriées pour les francophones en lien avec le curriculum. Alors ça reste à voir dans un autre temps. Le comité conjoint des 4 conseils va être guidé par une dame, son nom c'est Marie-Josée Verret, qui a une belle expérience au niveau du développement du curriculum, qui va travailler de près justement avec Christian et son équipe, entre autres, pour mettre en place un processus qui va assurer que nos enseignants ou un groupe de nos enseignants et nos experts vont faire l'analyse d'une partie du curriculum. Alors, bien sûr, au niveau du ministère, ils appuient nos démarches et sont prêts à collaborer avec nous pour le moment. Une des choses qu'on voulait leur rappeler, c'est que lorsqu'il y a une collaboration, lorsqu'on travaille ensemble, on collabore ensemble, on a eu des succès. Entre autres, on a connu le succès c'est-à-dire lorsqu'on a travaillé sur le dossier du PLOE. Et on a réussi à faire bouger l'aiguille en termes de répartition des fonds entre les conseils francophones et l'immersion. Et un autre exemple de tout ça, on a travaillé pendant 4 ans conjointement avec le ministère au niveau du manuel en lien avec le financement des projets capitaux. Et maintenant qu'il prend en considération la perspective ou les lois francophones en matière d'infrastructure, même si, et là je parle dans le manuel des projets capitaux. Ce qui fait que lorsqu'il y a une collaboration, on réussit à avoir de beaux résultats. Alors, évidemment, depuis le début, et c'est ce que le Conseil Franco-Sud et les 4 conseils ont dit, c'est l'importance qu'on fasse partie, bien qu'on ne pilotera pas à ce point-ci le curriculum, on tient à ce que le message était qu'on tient à faire partie de l'analyse et certainement d'influencer le curriculum. Alors, en gros, je voulais vous partager les grandes lignes de cette rencontre-là et s'il y a des questions, je peux à y répondre. Non, merci beaucoup. Ça fait, c'est rassurant d'entendre ces opportunités de collaboration pour arriver à quelque chose qui soit bénéfique pour toute notre communauté scolaire. Donc, bravo dans cette démarche de collaboration et puis d'efforts collectifs. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Terrien? M. Arsenault? Est-ce qu'il y a des échéanciers là-dessus, M. Terrien? On n'a pas encore les échéanciers, bien sûr. Il y a une partie du travail qui va se faire avant la fin de l'année. Mais on n'a pas de date. Tout à l'heure, je vous ai mentionné le nom de Marie-Josée. Elle va rencontrer sous peu, elle va rentrer en communication avec Christian et les 3 autres conseils scolaires francophones. Conseillère Ross, j'ai vu votre petite main. Merci pour la petite présentation. J'ai rencontré avec mes 3 écoles au cours des dernières semaines, puis c'est certainement la grosse question, le gros sujet qui se présente à chaque réunion. Je pense que tous les parents sont heureux de ce que j'entends, qu'on a décidé de ne pas faire le pilotage, mais ils ont la même crainte que moi, qu'on va perdre notre voix dans le système, comment être capable de s'exprimer, puis de faire certain qu'on n'est pas oublié. Donc, j'aime que vous faites de l'avant, puis vous avez un comité, que vous allez travailler là-dessus. Je pense que peut-être ce que les parents ont besoin d'entendre ou de savoir qu'il y a un plan, c'est qu'il y a du travail qui se fait faire. Ça fait, j'aimerais bien avoir une présentation régulière de ce que vous allez discuter, puis aussi peut-être que ce serait important de laisser savoir à la communauté qu'il y a du travail qui se fait faire là-dessus. On ne les a pas oubliés. C'est tout. Merci. Merci, conseillère Ross. Conseillère Arsenault.
Oui, moi, j'ai eu la même réaction avec mes parents. Et encore, l'idée, c'est qu'on a un problème sérieux avec le curriculum, mais je suis content de voir qu'on est prêt à travailler avec le gouvernement pour faire des changements à ce curriculum-là et qu'on est assis à la table. Donc, bravo à l'administration pour avoir fait ce pas-là encore. C'est absolument nécessaire et primordial que les francophones ont le dernier mot dans ce curriculum-là et que je vois qu'il y a du travail qui est en train d'être fait, puis qu'il va y avoir une collaboration avec les autres conseils scolaires et nos enseignants, nos experts en éducation pour être capable de modifier et mouler ce curriculum-là à l'image des francophones. Le problème, c'est le curriculum. C'est pas le fait qu'on ne veut pas travailler avec le gouvernement. Le problème, c'est qu'on veut faire sûr qu'on est assis à la table. Bravo à l'administration pour avoir pris ces démarches-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres points au rapport de la direction générale, M. Perrien? C'était le seul point pour aujourd'hui. Okay, très bien, merci beaucoup. Le point suivant, qui est le point numéro... Monsieur le Président. Oh, pardon, je n'avais pas vu votre main, conseiller Bergeron. À vous. Je vous laisse la parole, désolé. Je voulais juste commenter un peu sur le travail qui se fait actuellement. On comprend aussi qu'il n'y a pas juste les francophones. Hein, il y a une grosse majorité d'anglophones qui n'ont pas embarqué non plus et puis qui font un travail aussi de côté aussi là-dessus. Mais je m'attache avec mes collègues et j'embrasse cette initiative par notre direction générale et des autres conseils francophones aussi de se tenir proche de ce curriculum vitae. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point 11 maintenant, communication et appui. Le point 11.1a, qui est une mise à jour sur le projet d'éducation francophone dans la région de Pincher Creek et Crosnez Pass. Monsieur Terrien, je vous redonne la parole. Merci, Monsieur Goasdoué. Alors, depuis l'adoption justement de la résolution du Conseil franco-sud en mars dernier d'offrir des services francophones dans la région de Pincher Creek, et ça pour la rentrée de septembre, on parle de septembre 21, l'administration a entamé plusieurs démarches. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous donner une mise à jour. Alors, on a entrepris des démarches afin de faire avancer ce projet. Alors, dans un premier temps, comme vous le savez, on a eu une rencontre d'information virtuelle avec les parents. Durant cette rencontre, nous avons eu la chance de faire une présentation à propos de l'éducation francophone en Alberta, à propos, évidemment, du Conseil scolaire franco-sud. Par la suite, M. Michaud a présenté les grandes lignes de l'étude de faisabilité, et ainsi que les recommandations, la recommandation, et a répondu aux questions des participants. La soirée, vraiment, s'est poursuivie aussi par la suite par une présentation de Mme Mireille Péloquin de la Fédération des conseils scolaires, c'est-à-dire la Fédération des parents francophones de l'Alberta, et s'en est suivi une période de questions. Alors, l'invitation avait été envoyée à l'ensemble des communes, c'est-à-dire on avait fait un envoi postal à travers la région, justement, de Pincher Creek jusqu'à Crosnez Pass. Et on a eu une belle représentation et une bonne rencontre productive. Suite à ça, dans un deuxième temps, nous avons invité un groupe de personnes à participer à une première rencontre de planification. Ça, c'était le 29 avril dernier. Alors, présent était Mme Chick, qui est le parent porte-parole de ce projet. Conseiller Bergeron, conseiller Goasdoué était présent, ainsi que Mme Péloquin de la Fédération des parents francophones. De l'équipe administrative, Stéphane-Antoine, Lynn, Christian et moi étaient présents. Et Mme Chick avait également invité quelques parents à se joindre à nous. Alors, à l'ordre du jour, on a fait une mise à jour des inscriptions que je vais partager. On a eu une discussion concernant l'endroit pour l'établissement du projet.
On a eu également une discussion au niveau du recrutement et de la promotion parce que ce dossier-là doit se poursuivre. C'est important qu'on continue à pousser pour avoir davantage d'inscriptions. Alors, pour ce qui est des inscriptions, en date d'aujourd'hui, nous avons 9 inscriptions. Ce sont tous des ayants droit. Alors, on a une inscription à la maternelle, 4 en première année, une en deuxième, une en troisième, une en cinquième et une en sixième. Ces inscriptions-là nous viennent de 4 communautés. Alors, il y a 3 enfants qui viennent de Coleman, il y a 2 enfants qui viennent de Blairmore, 2 de Frank et 2 de Pincher Creek. Et on avait demandé aux parents de nous laisser savoir quelles étaient la préférence pour l'endroit où le programme se situerait. Et à ce point-ci, lors de cette rencontre-là, Lombrick était le choix numéro 1 d'une majorité de parents, suivi de Crow's Nest Pass, de la région de Crow's Nest Pass. Alors, suite à cette rencontre, Stéphane a poursuivi ses recherches au niveau d'un local. Il s'est rendu sur place. Il est allé à Pincher Creek, dans la région il est allé à Lombrick, dans la région de Crow's Nest Pass. Et donc, demain soir, la prochaine rencontre de planification, nous avons invité l'ensemble des parents qui se sont inscrits jusqu'à présent. Et pour fin de consultation, nous allons présenter les options possibles pour un local. On a quand même des options à présenter. Marco sera présent, Erwan il sera également, et le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi tous les parents qui se sont inscrits. Alors, ce sera pour cette rencontre-là vraiment on va essayer d'identifier avec eux et prendre une décision suite à cette rencontre-là au niveau de l'endroit. À l'ordre du jour aussi, les parents nous ont demandé, ils voulaient discuter un peu de programmation, ce qu'on va leur donner la chance, on va leur donner la parole à ce sujet-là. Et Antoine fera une courte présentation concernant justement le recrutement et la promotion. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que Stéphane et moi, on a eu une rencontre avec des fonctionnaires, justement, d'Arbor Education, et pour discuter des fonds de démarrage, pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'aller chercher des fonds de démarrage pour nous appuyer dans ce projet-là. Et ça a été bien reçu. Par contre, les prochaines étapes vont être déterminantes. C'est plutôt, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre avec des fonctionnaires de quelques départements, dont Finance, pour revoir le tout avec eux. Alors, en gros, c'est là qu'on est rendu. Une rencontre importante demain avec les parents. Excellent. Merci beaucoup, M. Terrien, pour cette mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. Merci beaucoup. Et donc, le point suivant qui est le point 11.1b, qui est une mise à jour sur la situation COVID. Donc, Madame Bacon, je vous laisse la parole. On va mettre le micro, par contre, Madame Bacon. Bonsoir, merci. Alors aujourd'hui, on a passé le cap des 80 cas de COVID au Franco-Sud depuis le mois d'octobre. Malheureusement, on a eu des vagues qui sont venues. On a mis jusqu'à maintenant 2200 élèves en isolement dans ces 80 cas. Il y en a qui ont eu leur tour plus souvent que d'autres. On a mis 260 membres du personnel en isolement. Ce qui est arrivé dans les dernières semaines aussi, vu qu'on a eu 2 écoles qui ont passé à travers ce qu'on appelle le rapid testing, le dépistage rapide, ceci a été très aidant. Dans une des écoles, on a vu que lorsqu'ils sont revenus la 2e fois, ils ont trouvé 0 cas. Alors, c'est-à-dire ils sont venus la première fois,
On a demandé aux élèves qui étaient possiblement positifs de quitter. Ils sont revenus 8 jours plus tard. Ils ont refait un deuxième test et ils ont trouvé 0 cas positif. Alors, c'est un bon signe que ce dépistage-là fait un effet sur la prévention dans les écoles et peut arrêter un cycle. Alors, comme nos élèves sont maintenant en ligne, le dépistage rapide est en suspens. On a reçu une note du ministère qui dit qu'ils vont reprendre après. On a aussi une courte réunion avec Isabelle, Jessica et Stéphane pour parler d'équipement. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Et la grande question du jour pour nous et pour tout le monde en Alberta, c'est qu'est-ce qu'on prévoit pour septembre? Alors, on a quand même pris la décision d'être prêt et de réviser notre décision en juin et en juillet. Mais il vaut mieux être prêt que moins prêt à l'éventualité et dépendant de est-ce que nos élèves primaires, c'est-à-dire en bas de 12 ans, vont ou non être vaccinés. Ça va jouer aussi dans la décision. Alors, en gros, c'est ma mise à jour COVID jusqu'à maintenant. Merci bien, Mme Bacon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mise à jour? Pas de questions, c'était très, très clair. Merci beaucoup. Et le point suivant, le point 12, qui est un point sur lequel nous allons devoir passer en huis clos. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la proposition de passer en huis clos? Donc, conseillère Ross propose de passer en huis clos à 20h18. Et donc, le point numéro 13 maintenant est le point de levée de la réunion à 20h20. La prochaine réunion ordinaire sera le mardi 8 juin 2021 à 18h30 et sera toujours par vidéoconférence diffusée en direct. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir et puis pour votre participation, votre implication. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.